La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dès le premier jour, quelque chose clochait avec mon colocataire. Au cours de ma dernière année à l'université, mon ancien colocataire a obtenu son diplôme et est retourné vivre chez ses parents pour faire des économies. Je n'arrêtais pas de penser à l'idée d'avoir un nouveau colocataire à la place, quelqu'un que je ne connaissais pas et qui partagerait mon espace personnel. L'après-midi suivant, 3 coups secs ont retenti dans l'appartement. J'ai ouvert la porte et j'ai été accueilli par un jeune homme aux cheveux noirs et gras tombant sur ses yeux, serrant contre sa poitrine un seul carton. Salut, je peux t'aider ?» ai-je demandé. D'une voix rauque, il a répondu « Je suis ton nouveau colocataire. Appartement 367, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. « Ouais, mon gars, entre. Je m'appelle Ben, ravi de te rencontrer. » Il m'a tendu la main. Elle tremblait pendant qu'il parlait. « Je m'appelle Jackson. » J'ai tenu la porte ouverte et je l'ai fait entrer. Lorsqu'il m'a dépassé, une forte odeur d'eau de javel m'a envahi les narines. J'ai failli vomir. Je lui ai fait visiter l'appartement. « Il n'y a pas grand-chose ici, mais n'hésite pas à utiliser ma vaisselle si t'en as besoin. » Il n'a pas répondu. Il a simplement hoché la tête en silence, ses yeux scrutant la pièce comme s'il répertoriait tout. J'ai essayé d'engager la conversation, mais Jackson était comme un mur de briques. Par pure gêne, j'ai décidé de partir tôt au travail. Je lui ai dit au revoir et lui ai dit que je rentrerai plus tard dans la soirée. Jackson a levé la main dans un geste raide et m'a adressé un sourire effrayant. Quand il souriait, ses yeux ne suivaient pas, comme si le reste de son visage devait rattraper son retard. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai mis tout cela sur le compte de sa maladresse sociale. Plus tard dans la soirée, lorsque je suis arrivé chez moi, toutes les lumières de l'appartement étaient éteintes. J'ai supposé que Jackson n'était pas là. J'ai allumé les lumières et ouvert la porte du frigo. À l'intérieur se trouvaient 10 paquets de viande rouge, soigneusement empilés et bien emballés. Alors que je restais là à regarder, j'ai entendu un faible coassement provenant de la chambre de Jackson. Je me suis approché de sa porte. Le coassement s'est transformé en grattement, puis soudain, les bruits se sont intensifiés. J'étais à bout de nerfs. J'ai frappé à sa porte. « Hé mec, tout va bien ?» Tout est devenu silencieux, et 10 secondes se sont écoulées. Puis d'une voix gutturale, Jackson a sifflé « ouais, je m'habille. » D'accord, ai-je répondu rapidement. Je voulais juste vérifier, j'ai entendu des bruits. Pas de réponse. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, pour la première fois depuis que j'avais emménagé. Le lendemain matin, Jackson était parti. Sa porte était grande ouverte. J'ai essayé de ne pas y prêter attention et je me suis dirigé vers le réfrigérateur pour prendre mes œufs. Avant de pouvoir le faire, j'ai remarqué que 5 paquets de viande appartenant à Jackson avaient disparu. J'ai supposé qu'il l'avait cuisiné pendant la nuit. Mais ma curiosité me taraudait. Je me suis lentement approché de sa chambre. Une odeur âcre et métallique m'a frappé le nez lorsque j'ai jeté un œil à l'intérieur. La pièce était pratiquement vide, comme si personne n'y avait jamais emménagé. À l'exception du carton. Il était posé, fermé, sur son bureau. Alors que je m'approchais, on frappa à la porte d'entrée. Je sursautai. On frappa à nouveau. J'entr'ouvris la porte et vis Jackson debout devant moi, accompagné d'une femme. « Salut, Jackson !» murmurai-je.
Il se précipita à l'intérieur, suivi de près par la femme. « J'ai oublié mes clés. » marmonna-t-il. « Merci. » Son regard se porta vers sa chambre, tandis qu'il refermait rapidement la porte. « C'est ma sœur, Amber, » dit Jackson. Amber pencha la tête sur le côté et leva la main dans un geste raide et peu naturel. Elle ne dit pas un mot. « Enchanté, » dis-je doucement. « Tu es Jackson à déménager d'autres affaires ?» Elle continua à me fixer du regard. Jackson dit « Tu n'es pas entré dans ma chambre, Ben, n'est-ce pas ?»« Je ne m'imposerai jamais comme ça, » répondis-je rapidement. Il acquiesça et entraîna Amber dans sa chambre. Elle me fixa du regard pendant tout ce temps. Je quittai l'appartement peu après. Ce soir-là, au travail, j'ai tout raconté à mes collègues. Kelly était la plus catégorique. « Ben, ce n'est pas une blague, » m'a-t-elle dit en me saisissant le bras. « Tu ne te sens pas à l'aise chez toi et ce type est un inconnu. Qui sait ce qu'il fait ?» J'ai acquiescé. « Tu as entendu parler de l'étudiant qui a disparu ?» a-t-elle ajouté. Mon estomac s'est noué. « Qui donc ?»« Je ne me souviens pas de son nom, » dit-elle. « Mais j'ai entendu dire que le FBI était impliqué. Fais confiance à ton instinct, quoi. » Le lendemain matin, j'ai décidé de demander à changer de colocataire. Quand je suis rentré chez moi, je suis allé directement dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Jackson était dans sa chambre comme d'habitude. Mon cœur s'est serré. « Jackson ? On peut parler, Ben ?» m'a-t-il demandé. « Je vais me coucher, là. S'il te plaît, ça ne sera pas long. » J'ai ouvert la porte. Jackson se tenait à quelques pas, souriant. « Qu'est-ce que tu veux ?» lui ai-je demandé. Il s'est assis sur le canapé, raide et déterminé. « Qu'est-ce qui fait ta vie ?» m'a-t-il demandé. Je n'ai pas bien compris sa question et je l'ai regardé fixement, mais je pensais qu'il voulait dire « Qu'est-ce qui était important dans ma vie ?» Je lui ai répondu « Mes amis, ma famille. » Il m'a regardé fixement, sans jamais rompre le contact visuel. Puis Jackson a dit « Est-ce que c'est normal pour la plupart des humains ?» Je le regardais perplexe. « De quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Son sourire s'élargit. « Pour passer inaperçu, tu dois avoir des amis et de la famille, c'est ça ?» J'étais déconcerté, je ne comprenais rien à ce qu'il disait. « Bon, allez, Jackson, je dois travailler demain matin, bonne nuit. » Il se leva presque mécaniquement et se dirigea vers sa chambre. Avant de fermer la porte, Jackson me regarda fixement. « Nous sommes amis, Ben, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai, fatigué. Il ferma la porte. Le lendemain matin, quelque chose semblait anormal. La porte de la chambre de Jackson était à nouveau ouverte. Je ne sais pas ce qui m'a pris, curiosité, peur, instinct, mais je me suis dirigé vers elle. Un bruit glissant et mouillé provenait de l'intérieur. J'ai hésité. Puis j'ai fini par regarder à l'intérieur. Quelque chose se tenait là, recroquevillé, essayant d'enfiler la peau de Jackson comme un vêtement. La boîte était posée sous ses pieds. Il a tourné la tête vers moi dans un mouvement impossible. J'ai crié, je me suis enfui. À la réception, j'ai dit à la femme que mon colocataire n'était pas normal. Elle m'a adressé un sourire poli et m'a demandé « Quel est votre numéro d'appartement ?»« 367, ai-je répondu. Elle a froncé les sourcils en regardant son ordinateur. « Monsieur, on ne vous a pas encore attribué de nouveaux colocataires. » La police est venue, puis le FBI. Ils m'ont dit que Jackson avait été porté disparu quelques jours avant que je le rencontre. Puis ils m'ont interrogé au sujet d'une femme nommée Amber. Je ne dors presque plus. Je suis coincé dans cet appartement. Je ne peux pas résilier le bail. Hier soir, j'ai vu ça aux informations.
ils ont retrouvé le corps de Jackson et sa peau avait disparu. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le marié n'arrêtait pas de sourire au mariage, et c'était vraiment effrayant. Je suis allé au mariage de ma cousine Eva il y a quelques jours. Je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé. Je vais essayer de raconter tout ce que je peux en détail. Eva sortait avec un certain Quentin depuis 1 an. Étant tous les deux dans la trentaine, ils ont en quelque sorte accéléré le processus du mariage. Je n'avais jamais rencontré ce type et je n'avais pas parlé à Eva depuis quelques années. Mais bon, ça allait sûrement être sympa. Le marié a remonté l'allée en premier. Un homme grand et pâle, vêtu d'un costume sombre. Il s'est tenu à l'avant de l'église et a souri. Il a souri quand Eva a remonté l'allée. Il a souri quand ils se sont embrassés, après avoir été déclarés mari et femme. Il a souri quand ils sont sortis de l'église. Je n'ai rien trouvé d'étrange à cela, jusqu'à ce que nous arrivions à la réception. Quand ils sont entrés, il arborait toujours ce large sourire, avec ses dents parfaitement blanches et droites. Mais de près, cela semblait, je ne sais pas, anormal, en quelque sorte. Il ne communiquait pas vraiment avec les invités. Il ne parlait pas ni ne riait. Il semblait simplement scruter la salle, fixant les gens du regard, arborant un large sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. Je me suis dit qu'il souriait juste pour la caméra, ou peut-être qu'il est un peu maladroit en société. Et il se dit que tout ira bien s'il continue à sourire. Mais les choses sont devenues vraiment bizarres quand ils ont servi le dîner. Je l'ai regardé assis à la table des amoureux avec Eva, enfournant des morceaux de poulet piccata dans sa bouche, tout en continuant à sourire. Il ouvrait à peine la bouche pour prendre une bouchée, puis la refermait immédiatement. Il mâchait bruyamment tout en souriant. Avez-vous déjà vu quelqu'un mâcher sa nourriture en souriant ? C'est complètement artificiel. Sourire avec la bouche fermée, d'accord ? Mais montrer toutes ses dents en souriant pendant qu'on mâche ? Putain, c'était vraiment bizarre. Ils sont finalement venus à notre table pour nous saluer. Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage. Il souriait toujours. Ses grands yeux bleus passaient nerveusement d'une personne à l'autre autour de la table. Son visage ressemblait à un masque. Il n'y avait aucune chaleur, aucune émotion. C'était comme regarder une statue. Une fois qu'ils sont partis, j'ai chuchoté à ma sœur. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Pourquoi est-ce qu'il sourit comme ça ?» Ma sœur a pensé que ma remarque était déplacée, m'a demandé de me taire en ajoutant qu'il avait l'air bien. « Mais non, pas du tout, il n'a pas l'air bien. »« On dirait qu'il est follement amoureux, c'est tout. » a-t-elle rétorqué. « Arrête d'être jaloux, bon sang, tu trouveras une fille un jour toi aussi. » Ça m'a blessé, vraiment. Aucun des autres invités ne semblait penser qu'il y avait un problème. Ils trouvaient que tout allait bien. Ils souriaient pendant la première danse, pendant les discours, pendant le putain de toast au champagne. Il a incliné la flûte de champagne vers sa bouche souriante sans renverser la moindre goutte, d'une manière ou d'une autre. Je sais que je me répète, mais putain, c'était bizarre. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Mais c'était ma première erreur. Je n'avais pas remarqué qu'il avait disparu de la piste de danse. Alors que je me lavais les mains, la porte d'une cabine s'est ouverte derrière moi. Dans le miroir, au-dessus de mon épaule, j'ai vu Quentin, debout. Sa peau semblait d'un blanc laiteux sous les lumières vives. Ses yeux bleus et globuleux me fixaient. Et il souriait. Je ne veux pas dire qu'il m'a vu et qu'il a souri. Non, quand il a ouvert la porte de la cabine, il était déjà en train de sourire, bordel. Il s'est approché et a commencé à se laver les mains dans le lavabo juste à côté de moi. Même s'il y avait 3 autres lavabos. Nos épaules se sont même touchées. Superbe mariage.
ai-je dit, essayant d'être amical. Il s'est tourné vers moi, lentement. Ses yeux bleus ont transpercé les miens. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. La musique est superbe aussi, ai-je dit nerveusement pour combler le silence. Il m'a simplement regardé fixement. C'est là que j'ai compris. Il n'avait pas dit un seul mot pendant tout le mariage. Il n'y avait pas eu de vœux non plus. Il avait simplement hoché la tête lorsque le célébrant lui avait demandé s'il prenait Eva pour épouse. Il n'avait pas remercié le témoin après le discours, et je ne l'avais même pas vu parler à Eva à la table des mariés. Il se contentait de sourire et de la fixer du regard. Je me suis éloigné. Ses yeux m'ont suivi pendant que je m'éloignais. Juste au moment où j'ai atteint la porte des toilettes, il s'est redressé de toute sa hauteur et m'a regardé de haut. Il semblait encore plus grand que dans la salle de réception, sous les lumières fluorescentes. Puis, il a cessé de sourire. Son visage s'est détendu. Ses joues se sont affaissées. Son front s'est affaissé. La peau de son visage a commencé à bouger et à glisser. Je me suis figé alors que son visage commençait à se déformer et à se séparer de son crâne. Et il a souri. Et tout est revenu à sa place. Je me suis finalement décidé à agir et j'ai foncé vers la porte des toilettes. Je suis retourné vers ma sœur et je lui ai attrapé le bras. « Il faut qu'on parte d'ici !» ai-je soufflé. « Quentin, il est... Tu vas te taire, oui ?» m'a-t-elle répondu sans même me regarder. Puis Quentin est entré d'un pas nonchalant. Ses longues jambes le portaient avec aisance à travers la piste de danse. Il a ralenti en passant devant notre table, alors qu'il retournait vers Eva. Il a tendu la main et m'a serré l'épaule. Cela fait 3 jours, et la peau de mon épaule me fait vraiment souffrir, comme si elle était infectée. Et je ne peux m'empêcher de remarquer, chaque fois que je me regarde dans le miroir, que mon visage semble un peu plus affaissé, un peu plus relâché, comme s'il n'était plus du tout à fait le même. Alors j'ai commencé à sourire davantage, juste pour que tout reste en place. Personnellement, je pense que Quentin n'est pas un monstre au sens classique du terme, mais quelque chose de bien plus dérangeant. Une entité qui ne possède pas de visage propre et qui survit en empruntant ceux des autres, comme un parasite social parfaitement adapté au monde humain. À mon avis, il ne sait pas être humain naturellement, alors il compense en imitant ce qu'il croit être l'expression universelle de la normalité, le sourire. Mais comme il ne comprend pas les micro-expressions, les émotions ni les codes sociaux, il reste bloqué sur une imitation rigide, mécanique, presque caricaturale. Son visage n'est qu'un masque biologique, une peau empruntée qui menace sans cesse de glisser, ce qui expliquerait pourquoi il ne parle pas, ne mange pas normalement et ne cligne presque pas des yeux. Chaque mouvement risque de trahir sa vraie nature. Le mariage n'était pas une histoire d'amour, mais une stratégie d'infiltration. Le fait d'épouser Eva lui permet de s'installer durablement parmi les humains, sous une identité solide et socialement protégée. Quant au narrateur, je crois qu'il n'a pas été attaqué par hasard. Quentin l'a contaminé. Un simple contact physique, même à travers les vêtements, a suffi à amorcer un transfert, comme si la créature propageait sa condition en fragments, affaiblissant l'intégrité du visage de ses victimes pour peut-être se créer de futures enveloppes. Le sourire devient alors une contrainte vitale, un réflexe appris pour empêcher la peau de se déformer. Preuve que le narrateur est en train de devenir la même chose que Quentin. Il n'est pas possédé, mais lentement transformé en copie incomplète, condamné à porter à son tour un visage qui n'est déjà plus tout à fait le sien. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Son fils a transformé l'apocalypse en jeu, mais la réalité a vite repris le dessus. Le violent coup frappé contre la porte d'entrée tira Timothée de sa rêverie. Ça y était.
Après toute cette préparation, après tous ces efforts pour survivre, la fin arrivait maintenant. 9 étages plus haut, dans la chambre 934 de l'hôtel Marriott, désormais abandonné. Il sentit les larmes lui monter aux yeux, mais pas pour lui. Pour son petit garçon de 3 ans, Jérémie. Son fils était tout son monde. L'idée que sa vie puisse s'arrêter ici comme ça lui était insupportable. « Ouvre la porte !» Il reconnut la voix de Céline, sa compagne avec qui il vivait depuis 4 ans. Il retira rapidement la chaîne de sécurité et lui ouvrit. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Les gars vont aller fouiller ce qu'il reste dehors, et je veux être le premier sur place. » Timothée s'arrêta net. « Bon sang, tu sens bon. C'est quoi ce parfum ?»« Lovely de Sarah Jessica Parker, » répondit-elle simplement. « Je l'ai trouvé près du minibar. Le Grand Luxe, non ?»« Ouais, » répondit Timothée. Elle posa 2 sacs à dos près de la porte et se dirigea vers la sortie. « Je reviens vite. Garde bien la porte fermée, d'accord ?» Céline était une survivante. Pendant que les autres fouillaient le centre-ville à la recherche de provisions, elle avait eu l'idée de génie. Emmener sa petite famille se réfugier dans l'hôtel Marriott abandonné. Personne ne viendra nous chercher. Ils ont abandonné les grandes villes, avait-elle dit. Le plan était simple. Laisser les autres s'entretuer pendant qu'eux vivaient confortablement à l'abri dans les étages supérieurs de l'hôtel. Et ça avait marché. La plupart des survivants, et les créatures qu'ils étaient devenus, s'étaient pratiquement exterminés entre eux. Bien sûr, les derniers mois avaient été difficiles. Le courant avait fini par être coupé et ils ne vivaient plus que de conserves. Mais ils étaient encore en vie. Timothée traîna les 2 sacs jusqu'au coin cuisine et en sortit les boîtes cabossées. Depuis la chambre, il entendit Jérémie se réveiller. Quelques minutes plus tard, le petit arriva dans la pièce principale. « Papa, papa, regarde, j'ai un pistolet !» Ses yeux brillèrent d'excitation. Il tenait une poignée en plastique qu'il avait sûrement arrachée à un placard. Il la pointa vers lui. « Pan, pan, pan !» Timothée sentit son estomac se nouer. Cela lui rappela les violences de gang survenues 1 semaine plus tôt. Les hommes de Céline s'étaient affrontés à un gang asiatique pour le contrôle des dernières épiceries. Plusieurs amis y avaient laissé la vie. Il n'en montra rien. « Montre-moi ça, fiston !» Jérémie s'enfuit aussitôt vers la chambre. L'âge ingrat. Il ne faisait jamais ce qu'on leur demandait. Il le suivit rapidement et lui retira l'objet des mains. Il faisait désormais très attention à tout ce que Jérémie touchait. Après un instant, il soupira, car ce n'était finalement pas dangereux. « D'accord, mais fais attention. » Les 2 heures suivantes furent un déluge de bruit. « Papa, on joue encore au jeu du pistolet ? Papa, regarde, pan, pan !»« Ouais, on peut jouer. » Il détestait ce jeu. À chaque fois, il revivait les derniers instants de la ville. Les échanges de tirs, les cris, et surtout le fait que l'un des camps n'était plus vraiment humain. Ils avaient réussi à atteindre l'hôtel. Les survivants avaient repoussé les créatures près de la 5e rue. Les humains tiraient pour survivre, les autres chassaient pour manger. Et ils étaient toujours là. Il en avait croisé une seule fois. Céline lui avait donné un pistolet pris sur un policier mort. Tu pointes et tu appuies. Il n'avait jamais pensé devoir s'en servir jusqu'à la veille. L'une de ces choses s'était infiltrée dans l'hôtel. Il était allé chercher de la glace avec Jérémie quand il entendit des pas traîner derrière un couloir. Il sut immédiatement ce que c'était. L'odeur de chair pourrie. Son instinct paternel prit le dessus. Il continua de parler calmement à son fils, glissant la main dans sa poche où se trouvait le 45 mm. Il savait que la chose les suivrait. Dès qu'ils dépassèrent le couloir, il se retourna brusquement et tira.
La créature était déjà presque sur lui. 4 balles dans le torse, 2 dans la tête. Il se souvenait encore du regard de surprise et de peur sur son visage, avant que sa tête n'explose, projetant une matière grise sur les murs. Ce qui le terrifia le plus, c'est que malgré la putréfaction, ce visage restait humain. Il attrapa Jérémie et courut jusqu'à la chambre 934. Il se coupa la main en fouillant sa poche pour trouver la carte magnétique. Après plusieurs essais, la lumière verte s'alluma. Ils étaient en sécurité. Pour Jérémie, tout cela n'était qu'un jeu. Le jeu du pistolet. Timothée, lui, revivait chaque seconde pour maintenir l'illusion. « Pan, pan, je t'ai eu, papa, t'es mort !»« Je ne veux plus jouer, d'accord, mon grand. Allez, va manger. » Étonnamment, Jérémie obéit. Il le regarda manger. Depuis la veille, il n'arrivait plus à avaler quoi que ce soit. Mais voir son fils finir ses légumes réveilla soudain son appétit. Il se pencha pour l'embrasser. Et là, quelque chose clochait. Une faim soudaine, violente, une envie de mordre. Il recula brusquement. Non, pitié, non. Il arracha le bandage de sa main. Autour de la plaie, ses veines noircissaient lentement. Qu'avait-il bien pu se couper avec ? Jérémie dessinait tranquillement, fredonnant des mots sans sens. Timothée comprit que s'il n'agissait pas vite, cette faim prendrait le dessus. « Papa, on rejoue au jeu du pistolet ?» Jérémie regarda son fils longuement et faisait tout ce qu'il pouvait pour retenir ses larmes. « D'accord, fiston. » Timothée alla dans la pièce d'à côté, remplit le chargeur du pistolet de balles, puis se préparait à rendre l'arme à son fils pour jouer avec lui une toute dernière fois. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le public de ce tunnel ne voulait pas qu'Adrien arrête de jouer de la musique. Adrien était à sa place habituelle, assis en tailleur, juste sous le sévère panneau « Interdiction de faire la manche », vissé dans la vieille brique. Busking était le terme britannique pour les performances de rue. Jonglage, cracheur de feu, tour de magie, peu importe. Adrien, lui, était musicien. Un pluton bon d'ailleurs à ce qu'on lui avait dit. Juste le combo classique. Guitare acoustique, voix douce, folk simple. Il ne cherchait pas à changer le monde, ni à devenir célèbre ou riche. Il aimait simplement jouer, et pour lui, c'était une raison suffisante. Le principe était simple, s'asseoir quelque part avec beaucoup de passages et une bonne acoustique, puis enchaîner quelques chansons pendant 1 heure ou 2. Ce tunnel près de la rivière était parfait, et avec le temps il était devenu son chez-lui, bien plus que n'importe quel véritable logement qu'il avait pu avoir. Il était convaincu que beaucoup de passants pensaient qu'il vivait réellement là, qu'il était sans abri, quoi. Ce stéréotype ne lui dérangeait pas vraiment, mais il savait lire les pensées des gens à leur démarche. Certains fouillaient nerveusement leurs poches ou leur portefeuille pour lui donner quelques pièces, avec une charité un peu condescendante. Adrien y voyait surtout de l'ignorance, mais il acceptait l'argent malgré tout, presque par pitié pour eux. D'autres, au contraire, passaient en soufflant ou en le regardant de travers, comme pour dire « Trouve-toi un vrai travail bon rien. Trouve-toi un vrai travail bon à rien. » Une autre forme d'ignorance pour laquelle il n'avait aucune sympathie. Il y avait aussi ceux qui évitaient soigneusement son regard, se plongeant dans leur téléphone, comme si Adrien allait être blessé ou furieux s'il ne donnait rien. C'était ceux-là qu'il trouvait les plus étranges. Il faisait son travail, il ne mendiait pas, et personne ne lui avait demandé de jouer, alors pourquoi se sentir coupable ? Les gens passaient de chaque côté comme d'habitude. C'était un jeudi soir de printemps. Pas encore assez chaud pour les foules estivales,
mais suffisamment pour que la session en vaille la peine. Du coin de l'œil, Adrien remarqua une forme, une silhouette qui ne se déplaçait pas avec le flot. Il leva la tête et vit une femme d'âge mûr et une petite fille qui le regardaient. Cela arrivait parfois. C'était agréable d'avoir quelqu'un qui écoutait plus que quelques paroles. On avait vraiment l'impression de jouer pour quelqu'un. Souvent, c'étaient des parents avec leurs enfants et c'était toujours touchant. En général, ils partaient à la fin de la chanson et l'enfant déposait une pièce généreuse dans le chapeau. Mais pas cette fois. Adrien terminait la chanson et elles restèrent là à regarder. C'était plutôt rare, mais pas inédit. Certains voulaient en avoir pour leur argent, d'autres étaient sincèrement captivés. Parfois, c'était même gênant. Il devenait conscient de lui-même. Il faisait plus d'erreurs. Il y avait aussi eu des moments où des spectateurs l'avaient mis mal à l'aise, lui faisant craindre un vol ou pire. Dans ces cas-là, il faisait semblant de faire une pause. Les gens applaudissaient, donnaient quelque chose, puis partaient. Mais cette fois, c'était différent. La mère et la fille restaient là, souriantes, sans applaudir et sans réagir, juste à le regarder. Le sourire ne quittait pas leur visage. Adrien se força à ignorer le malaise et entama une autre chanson, mettant plus d'intensité que d'habitude. Il ferma les yeux, força sur la voix, y mettant une émotion inhabituelle. Quand il les rouvrit, il y avait plus de monde. 3 autres personnes s'étaient arrêtées dans le tunnel. Cela le surprit, mais il avait déjà vu ce phénomène. Une personne s'arrête, puis d'autres suivent. C'est l'effet boule de neige. Il y avait encore des passants, mais moins qu'avant. Adrien continua de jouer. Une autre chanson passa. Toujours aucun applaudissement, aucun pourboire. Ce public n'était comme aucun autre. À présent, 7 ou 8 personnes l'entouraient. Quand le nombre atteignit une quinzaine, il décida que ça suffisait. Il termina la chanson plus vite que prévu, murmura un « merci, bonne soirée » et commença à arranger. Alors qu'il se penchait pour attraper sa housse de guitare, il entendit des pas rapides. Il leva aussitôt la tête. La femme et la fillette étaient tout près, trop près. « S'il vous plaît » dit la femme avec un sourire presque douloureux. « Continuez à jouer. Ma fille adore cette musique. Je vous en prie encore un peu. » Adrien ne sut quoi répondre. Il ressentit une étrange pitié. Le désespoir se lisait sur son visage. « Je suis désolé, je dois vraiment y aller. » balbutia-t-il. La petite fille sembla profondément déçue, comme quelqu'un qu'on abandonne encore une fois. Un homme apparut à côté d'Adrien, affichant le même sourire triste. « S'il vous plaît, nous aimons cette musique, nous l'écoutons toujours. » Cette phrase le glaça. Il jouait ici presque chaque semaine et pourtant il ne les avait jamais vus. L'idée qu'ils le suivent ou se réunissent après le troubla profondément. Il avait l'impression qu'on lui avait volé son anonymat. « Je peux peut-être en jouer une dernière ?» proposa-t-il, pensant pouvoir fuir juste après. Les visages se détendirent aussitôt. Le public se rapprocha, silencieux et attentif. Adrien commença un vieux morceau, aigu et mélodieux, qu'il jouait rarement. La foule se resserra. Il ne voyait presque plus le tunnel. Il semblait vide, comme si plus personne ne passait. Il évitait les regards, observant plutôt leurs chaussures, leurs vêtements. C'est alors qu'il remarqua quelque chose. Leurs habits étaient anciens. Pas usés, mais démodés. D'une autre époque. Peut-être 50 ou 60 ans. Il releva la tête. Les gens se regardaient entre eux, bercés par la musique. Certains avaient les yeux fermés, d'autres s'enlaçaient. Une mélancolie douce envahit Adrien. Il termina la chanson lentement. La femme sourit, la petite fille soupira. « Merci, mon cher, c'était magnifique. »
Sur le chemin au-dessus du tunnel, un couple bien habillé marchait le long de la rivière, légèrement ivre après une soirée. « Tu entends ça ?» demanda la femme. « Oui, il y a souvent des musiciens ici. » Puis après un silence, « Tu sais que près de 30 personnes sont mortes dans ce tunnel pendant la guerre ? Elles se cachaient ici pendant un bombardement. » Ils entrèrent dans le tunnel et virent un jeune homme assis seul, jouant de la guitare, les yeux fermés, inconscient du vide total autour de lui. « D'ailleurs, toute la famille de mon grand-père est morte ici, » continua l'homme en lançant un regard méprisant au musicien. « Quand je pense à ce qu'ils ont enduré ici, ça me rend malade de voir des gens comme lui jouer gaiement de la musique. » N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce village grec n'était sur aucune carte. Maintenant, je sais pourquoi. J'étais en vacances avec 2 de mes amis, Ben et Nick, lorsque cela s'est produit. Nous étions dans une région isolée de Grèce, un endroit qui, pour une raison quelconque, n'apparaît pas sur Google Maps. Et nous roulions sur une longue route dans notre voiture de location, à la recherche de la prochaine grande ville où faire la fête. Après avoir initialement prévu de rouler toute la nuit, nous avons admis que nous étions perdus, et qu'il faisait trop sombre pour continuer. Alors nous nous sommes arrêtés dans une station-service pour demander où nous pouvions passer la nuit. Le vieil homme nous a remis une vieille brochure sur un village voisin et a insisté pour que nous allions y jeter un œil. Comme nous étions complètement perdus, nous n'avions pas d'autre choix. Nous nous sommes dit que cela serait différent, mais nous étions loin d'imaginer à quel point. Lorsque nous avons pris le prochain virage à gauche, et nous sommes aventurés dans l'obscurité éclairée par les phares. La seule forme d'hébergement disponible était des chalets isolés, éloignés les uns des autres pour préserver l'intimité, supposions-nous. Le chalet indépendant comprenait une salle de bain, une cuisine, un lit queen size et un lit simple. Tout ce dont nous avions besoin pour une nuit. Nick a gagné le lit simple à pile ou face, donc Ben et moi allions partager le queen size. Nick ronfle de toute façon, donc ça m'allait très bien. Cependant, une caractéristique de la cabane me mettait mal à l'aise. La grande fenêtre carrée sans rideau qui occupait toute la surface du mur vide. Cela me dérangeait d'autant plus que la nuit était tombée et que la lumière était allumée à l'intérieur, ce qui faisait office de miroir sans teint. Toute personne vêtue de noir pouvait facilement voir à l'intérieur sans être remarquée. Nous avons prévu de sortir ce soir-là au bar du village, de boire quelques verres, de raconter des histoires et de voir où la nuit nous emmènerait. Nous avons décidé de laisser la clé sous la pierre près du porche, et si nous nous séparions, celui qui rentrerait le premier laisserait la porte ouverte pour que les autres puissent entrer. « Pourquoi ne le dis-tu pas plus fort pour que tout le monde puisse entendre où nous l'avons caché ?» a plaisanté Ben à propos de la cachette de la clé. Nick a alors pris plaisir à le crier à plein poumon. Heureusement, notre cabane était isolée et il n'y avait personne à proximité, me suis-je dit en démarrant la voiture. La soirée au bar fut étonnamment agréable. Nous avons bu de nombreux verres d'ouzo, la boisson locale, jusqu'à ce que le personnel du bar nous informe que nous avions épuisé leur stock. Mais en Grèce, c'était bon marché. Tout à coup, il était tard. Le bar fermé, nous avions perdu Ben. Il avait dû partir sans nous, même si je ne me souviens pas qu'il nous ait dit qu'il s'en allait. Et j'étais légèrement inquiet de son comportement inhabituel. Nous sommes donc partis sans lui, en prenant la voiture. J'ai vraiment envie de pisser, ai-je dit en m'installant dans mon siège, alors que les phares de la voiture éclairaient momentanément la cabane et que nous tournions dans l'allée au son du gravier crissant sous les pneus. Nous avons cherché la clé sous la pierre. Elle avait disparu. Nous avons essayé la poignée de la porte. Elle était verrouillée. C'est quoi ce bordel ? Nous nous sommes regardés. Ben avait dû rentrer avant nous et nous avait enfermés dehors, volontairement ou par inadvertance. « Ben, ouvre, on a envie de pisser !»« Allez, dépêche-toi, Ben !» Nous avons frappé à la porte. J'ai entendu quelqu'un trébucher à l'intérieur, comme si quelqu'un rampait littéralement à 4 pattes pour sortir du lit. Bon sang,
Ben devait être sacrément ivre. Je ne peux plus me retenir, ai-je dit alors que Nick et moi nous sommes placés de chaque côté de la cabane pour uriner, tandis que Ben ouvrait enfin la porte. C'était agréable d'uriner, mais cette sensation a été brutalement interrompue par ce qui a attiré mon attention sur la grande fenêtre, me donnant un grand frisson dans le dos. Il y avait une longue série d'empreintes de mains, visibles uniquement sur la fenêtre à cause de la buée à l'extérieur. Elles semblaient plus longues que celles d'un être humain, mais beaucoup plus fines. Putain de merde, ai-je dit, mais j'ai rapidement chassé de mon esprit les images effrayantes et irrationnelles qu'elles suscitaient, car il s'agissait certainement d'une main humaine normale qui avait été étalée, donnant l'illusion qu'elle était plus longue. N'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, il m'est venu à l'esprit que quelqu'un ou quelque chose nous observait peut-être. Je me suis dépêché de finir ce que j'avais à faire et je me suis précipité à l'intérieur. Je me suis dit que je n'allais pas allumer la lumière pour empêcher quiconque de nous observer. J'ai verrouillé la porte d'entrée et nous sommes allés directement nous coucher. Nick s'est endormi instantanément, ronflant avant même que sa tête ne touche l'oreiller. Et après avoir supporté pendant quelques minutes les ronflements irréguliers de Nick, mes yeux lourds se sont fermés de fatigue. Dès qu'ils se sont fermés, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir la sensation brûlante que les yeux de Ben s'étaient soudainement ouverts et me fixaient, de manière menaçante. Mon corps s'est réchauffé et mon cœur s'est mis à battre plus vite lorsque j'ai ressenti cela. C'était comme si Ben retenait son souffle, le regard fixé sur moi avec colère dans l'obscurité. Je comprends qu'il puisse être en colère parce qu'on n'est pas rentré avec lui, mais bon sang, pourquoi était-il autant en colère ? Après quelques minutes passées à me calmer de cette peur irrationnelle, j'ai fini par m'endormir. « Ouvrez! Vous avez dit que vous ne fermerez pas à clé !» Les coups devenaient plus forts. « Ouvrez la porte, putain, il fait un froid de canard dehors !» Ce fut le moment le plus effrayant de toute ma vie, et une sensation paralysante envahit tout mon corps. C'était Ben à la porte. Soudain, il y eut un mouvement dans les draps à côté de moi. Quelque chose bougeait. Je me suis levé plus vite que jamais et j'ai couru vers la porte. Nick s'était réveillé et avait pris conscience de la même horreur que moi, juste derrière moi. Il a enfoncé la porte et s'est enfui dehors vers la voiture sans même se retourner. J'ai démarré la voiture et j'ai fait signe à Ben de me suivre, mais il ne savait pas ce qui s'était passé. Toujours face à la chambre, il a allumé la lumière pour voir à l'intérieur. C'était une histoire vraie. Cela s'est réellement passé. Vous pouvez demander à Nick si vous ne me croyez pas. Mais je ne demanderai pas à Ben si j'étais vous. Il ne parle plus beaucoup depuis l'incident. Et chaque fois qu'on lui pose des questions sur ce qu'il a vu cette nuit-là, son visage pâlit, devient inexpressif, et il ferme immédiatement le rideau le plus proche. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pokémon Black. Je suis ce qu'on pourrait appeler un collectionneur de jeux Pokémon pirates. Pokémon Diamond and Jade, Chaos Black, etc. C'est incroyable la fréquence à laquelle on peut les trouver dans les prêteurs sur gage, les magasins Goodwill, les marchés aux puces, etc. Ils sont généralement amusants. Même s'ils sont souvent injouables, les erreurs de traduction et leur mauvaise qualité les rendent involontairement drôles. J'ai réussi à trouver la plupart de ceux auxquels j'ai joué en ligne, mais il y en a un dont je n'ai vu aucune mention. Je l'ai acheté dans un marché aux puces il y a environ 5 ans. Le jeu commençait par l'intro familière de Nidorino et Ectoplasma, des versions rouges et bleues. Cependant, l'écran appuyé sur Start avait été modifié. Rouge était présent, mais les Pokémon ne défilaient pas. Il était également indiqué « Version noire » sous le logo Pokémon. Après avoir sélectionné une nouvelle partie, le jeu a lancé le discours du professeur Chen, et il est rapidement devenu évident que le jeu était essentiellement Pokémon version rouge.
Après avoir choisi votre starter, si vous regardiez votre Pokémon, vous aviez, en plus de Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce, un autre Pokémon, Ghost. Ce Pokémon était de niveau 1. Il avait l'apparence des fantômes que l'on rencontre dans la tour Lavande avant d'obtenir la lunette Sliff. Il disposait d'une seule attaque, Malédiction. Je sais qu'il existe une véritable attaque appelée Malédiction, mais celle-ci n'existait pas dans la génération 1. Il semble donc qu'elle ait été ajoutée par piratage. Les Pokémon en défense étaient incapables d'attaquer Ghost. Ils disaient simplement qu'ils étaient trop effrayés pour bouger. Lorsque le mouvement Malédiction était utilisé au combat, l'écran devenait noir. On entendait le cri du Pokémon défenseur, mais il était déformé, joué à un ton beaucoup plus grave que la normale. L'écran de combat réapparaissait alors, et le Pokémon défenseur avait disparu. S'il était utilisé dans un combat contre un dresseur, lorsque les Pokéballs représentant ces Pokémon apparaissent dans le coin, il y en avait une de moins. Cela signifiait que le Pokémon était mort. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'après avoir vaincu un dresseur et vu Red a reçu 200 $ pour sa victoire, les commandes de combat réapparaissaient. Si vous choisissiez s'enfuir, le combat se terminait normalement. Vous pouviez également sélectionner Malédiction. Si vous le faisiez, en revenant dans le monde extérieur, la Pokémon Ball du professeur avait disparu. Après avoir quitté et réintégré la zone, l'endroit où se trouvait le dresseur était remplacé par une pierre tombale, comme celle de la tour Lavande. Le mouvement Malédiction n'était pas utilisable dans tous les cas. Il échouait contre les Pokémon fantômes. Il échouait également s'il était utilisé contre des dresseurs que vous deviez affronter à nouveau plus tard, tels que votre rival ou Giovanni. Il était toutefois utilisable lors de votre combat final contre eux. J'ai compris que c'était le truc du jeu, qui te permettait d'utiliser les fantômes qui étaient auparavant impossibles à capturer. Et comme Malédiction rendait le jeu tellement facile, je l'ai utilisé pendant toute l'aventure. Le jeu a beaucoup changé après avoir vaincu le Conseil des 4. Après avoir vu le Panthéon, qui comprenait des Pokémon fantômes et quelques Pokémon de très faible niveau, l'écran est devenu noir. Une boîte est apparue avec les mots « Plusieurs années plus tard ». L'écran est ensuite passé à la tour Lavande. Un vieil homme se tenait debout, regardant des pierres tombales. Vous avez alors réalisé que cet homme était votre personnage. L'homme se déplaçait à une vitesse équivalente à la moitié de votre vitesse de marche normale. Vous n'aviez plus aucun Pokémon avec vous, pas même Ghost, qui jusqu'à présent était impossible à retirer de votre équipe en le déposant dans le PC. Le monde extérieur était complètement vide. Il n'y avait personne. Cependant, les pierres tombales des dresseurs sur lesquelles vous aviez utilisé Malédiction étaient toujours là. À ce stade, vous pouviez aller pratiquement partout dans le monde extérieur, même si vos déplacements étaient limités par le fait que vous n'aviez aucun Pokémon pour utiliser les CS. Et où que vous alliez, la musique de Lavender Town continuait en boucle. Après avoir erré pendant un certain temps, j'ai découvert que si vous traversiez la grotte de Toupiqueur, l'un des buissons coupables qui bloquait normalement le chemin de l'autre côté n'était plus là, vous permettant d'avancer et de retourner à Palette Town. En entrant dans votre maison et en vous rendant à l'endroit exact où vous commencez le jeu, l'écran devenait noir. Puis, un fragment de Chenipan est apparu. Il a été remplacé par un Aspico, puis par un Roucoule. J'ai rapidement compris. Alors que les Pokémon passaient de Rattata à Tortank, qu'il s'agissait de tous les Pokémon sur lesquels j'avais utilisé Malédiction. Après la fin de l'équipe de mon rival, un jeune dresseur est apparu, puis un dresseur insecte. Il s'agissait de tous les dresseurs que j'avais maudits avec Malédiction. Tout au long de la séquence, la musique de Lavender Town jouait, mais son volume diminuait lentement, en fade-out. Au moment où mon rival est apparu à l'écran, il ne s'agissait plus que d'un grondement démoniaque. Un autre fondu en noir. Quelques instants plus tard, l'écran de combat est soudainement apparu. Mon dresseur était désormais un vieil homme, le même que celui qui nous apprend à attraper des Pokémon à Viridian City. Ghost est apparu de l'autre côté, accompagné des mots « Ghost veut se battre ».
Vous ne pouviez pas utiliser d'objets et vous n'aviez aucun autre Pokémon. Si vous essayiez de fuir, vous ne pouviez pas vous échapper. La seule option était combattre. En choisissant de combattre, vous utilisiez immédiatement lutte, qui n'avait aucun effet sur Ghost, mais vous faisait perdre un peu de vos propres points de vie. Lorsque c'était au tour de Ghost d'attaquer, il se contentait de dire 3 petits points. Finalement, lorsque vos points de vie atteignaient un niveau critique, Ghost utilisait enfin Malédiction. L'écran est devenu noir une toute dernière fois. Quels que soient les boutons sur lesquels vous appuyiez, vous restiez bloqué définitivement sur cet écran noir. À ce stade, la seule chose que vous pouviez faire était d'éteindre la Game Boy. Lorsque vous rejouiez, la seule option disponible était New Game. Le jeu avait effacé le fichier. J'ai joué à ce jeu piraté de nombreuses fois, et à chaque fois, le jeu se terminait par cette séquence. À plusieurs reprises, je n'ai pas utilisé Ghost du tout, même s'il était impossible de le retirer du groupe. Dans ces cas-là, aucun Pokémon ni dresseur n'apparaissait, et le jeu passait directement à la bataille avec Ghost, le moment culminant. Je ne sais pas exactement quelles étaient les motivations du créateur de ce hack. Il n'a pas été largement distribué, donc ce n'était probablement pas pour gagner de l'argent. C'était très bien fait pour un produit pirate. Il semble qu'il ait voulu transmettre un message, mais il semble que je sois le seul destinataire de ce message. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait. L'inévitabilité de la mort? Son absurdité? Peut-être essayait-il simplement d'injecter de manière morbide la mort et les ténèbres dans un jeu pour enfants. Quoi qu'il en soit, ce jeu pour enfants m'a fait réfléchir et m'a fait verser quelques larmes. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Interruption de diffusion. Vous avez peut-être déjà entendu parler du piratage d'une émission télévisée à Seneca, en Caroline du Sud. L'histoire a fait beaucoup de bruit sur Internet et une partie de l'émission est disponible sur YouTube, à moins qu'elle n'ait été retirée pour une raison quelconque. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le piratage de Seneca est l'une de ces intrusions dans les signaux de diffusion les moins connus. Cela a fait beaucoup de bruit ici, mais les médias nationaux n'en ont pratiquement pas parlé. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de noter mes impressions sur toute cette affaire, même si d'autres témoins oculaires l'ont déjà décrite avec plus d'éloquence que je ne pourrais le faire. J'étais chez moi, pendant les vacances d'hiver, lorsque cela s'est produit, en train de faire des fiches de chimie devant la télévision. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Après avoir regardé la énième rediffusion de Law & Order, je me suis ennuyé et j'ai commencé à zapper. Quelques minutes plus tard, je suis tombé sur cette chaîne publique minable où, assez bizarrement, mon ancien professeur de latin du lycée récitait un poème en portant un chapeau à 3 coins ridicule. Je l'ai regardé pendant quelques minutes et j'ai bien ri. Je me souvenais de lui comme d'un homme plutôt sérieux, pas du genre à se ridiculiser en public comme ça. Quand soudain, il y a eu un grésillement statique et l'écran est passé à un motif de test multicolore. Avant que j'aie eu le temps de changer de chaîne, il y a eu un autre grésillement et un dessin animé bizarre est apparu à l'écran. Le style d'animation était détaillé, mais un peu saccadé et grossier. Cela m'a rappelé ces vieilles publicités anti-drogue. Quoi qu'il en soit, cela semblait assez normal au début. Une famille de classe moyenne ordinaire prenant son petit déjeuner autour d'une table ronde dans la cuisine. Il y avait une mère avec une coiffure démodée, un père, 2 enfants au visage angélique, un garçon et une fille, tous très Norman Rockwell. La famille discutait de choses banales. Le père se plaignait de sa journée au bureau. Les enfants bavardaient à propos de leur entraînement de football, etc. Peu à peu, cependant, la scène commence à prendre une tournure légèrement sinistre. Une lumière verte s'infiltre par la fenêtre, et la famille commence à prendre un aspect jaunâtre et malsain. Leur peau change de couleur, et leurs yeux deviennent enfoncés. En arrière-plan,
une émission de radio monotone devient peu à peu perceptible. L'animateur annonce la date du 15 novembre 2017 et commence à parler sans fin d'une étrange crise, mais on entend à peine ce qu'il dit. Il parle d'une lumière verte, de chair en fusion, de mutations, d'étranges formes émergeant de la mer. On entend sans cesse la phrase « Rendez-vous immédiatement à l'abri le plus proche ». Pourtant, la famille continue de prendre son petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle ne semblait pas inquiétée pour le moins du monde. Et c'est là que ça devient vraiment macabre. La famille finit son petit déjeuner, et la mère fait monter les enfants dans un minibus. À ce stade, ils ont l'air vraiment en mauvaise santé. Leurs corps sont squelettiques. Le blanc de leurs yeux est d'une couleur jaunâtre malsaine, et leurs cheveux sont ébouriffés. La voiture traverse un paysage baigné de la lueur verte de tout à l'heure. Des formes étranges apparaissent et disparaissent à l'écran. Mais on ne peut pas vraiment dire ce qu'elles sont, et tous les bâtiments que la voiture dépasse semblent délabrés et complètement abandonnés. Finalement, la voiture s'arrête à une aire de jeu et la mère dépose les enfants avant de repartir. Il y a de gros rochers de couleur étrange partout sur le sol, et on entend des gémissements au loin. Les enfants s'accrochent sans joie aux barres de singe pendant un moment. Finalement, la caméra effectue un panoramique sur l'aire de jeu, et on voit que les rochers qui jonchent le sol ne sont pas du tout des rochers, mais des formes humaines nues, horriblement défigurées. Elles semblent soit pousser dans le sol, soit sortir du sol. Je ne saurais dire. Et ces formes sont bien vivantes. Derrière les barres fixes, on aperçoit un arbre dont le tronc est recouvert d'un visage humain dont les traits se tordent et se contorsionnent dans une agonie visible. La scène passe soudainement à un bureau, où le père des enfants est penché dessus, en train de taper à la machine. Ses traits sont aussi creusés et malades que ceux des autres membres de la famille, et le bureau est recouvert d'une lueur verte. Dans les autres bureaux, des cadavres décharnés sont assis bien droit à leur bureau, figés dans la mort. Enfin, nous voyons la famille rentrer chez elle pour la soirée, franchissant ensemble la porte d'entrée. Leur peau n'est plus simplement jaunâtre, elle est en train de fondre, collant de leurs bras tendus et ruisselant sur leur visage. Alors qu'ils tombent littéralement en morceaux, les membres de la famille s'assoient dans la salle à manger et commencent à dîner sans dire un seul mot. Leur chair devient de plus en plus amorphe. Des lambeaux de peau pendent de leur corps comme les tentacules d'une pieuvre. Je peux à peine le décrire, mais ils commencent en quelque sorte à fusionner avec les chaises sur lesquelles ils sont assis. Ou plutôt, leur peau les recouvre. À ce stade, leur peau a la consistance d'une glace fondue, et ils sont à peine reconnaissables en tant qu'êtres humains, à l'exception de leurs yeux, qui, eux, restent intacts. La caméra zoome de plus en plus près de la table, et finalement, leurs yeux se tournent tous vers la caméra, exprimant une tristesse insondable. L'écran devient tout noir, et de grandes lettres blanches apparaissent. Rendez-vous immédiatement au refuge le plus proche. Il est strictement interdit de rester dans des résidences privées. Sur ces mots, l'écran est devenu statique. Je suis resté bouche bée pendant quelques minutes avant que la chaîne locale banale ne se rallume. Et c'est tout ce que je sais. Vraiment. J'ai presque cru que je rêvais jusqu'à ce que le journal rapporte l'histoire le lendemain. Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé. Une farce ridicule élaborée, une campagne de marketing viral mal avisée, les parties les plus folles d'Internet ont toujours leur propre théorie. Vous pouvez regarder la vidéo vous-même si vous êtes morbide de curiosité. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Monsieur mécanicien, nous réparons tout. Mon patron est un vrai connard. Désolé d'être aussi direct, mais c'est la vérité.
Je m'appelle Vincent Collins et je travaille comme assistant personnel dans un cabinet d'avocat privé. Il vaut mieux que je ne dise pas où, pour votre sécurité. Bref, revenons à mon patron, ce petit con. C'est un homme de petite taille et gros, qui se promène dans le bureau comme s'il était un grand ponte, avec sa montre Rolex, son costume Armani. Vous voyez le genre. Il a aussi une de ces moustaches ridicules qui donne l'impression qu'un rongeur dort sur sa lèvre supérieure. C'est un porc complètement sexiste qui traite tout le monde comme un moins que rien. Pour vous donner un exemple, l'autre jour, il est passé devant mon bureau et a fait semblant de trébucher, renversant un grand verre d'eau sur mes habits. C'était tellement embarrassant. Je serais parti depuis longtemps d'ailleurs si je n'avais pas autant besoin d'argent. Mon boss s'appelle Simon Jones. Il me donne des ordres comme à un chien, sans aucun respect ni compliment. Mais revenons-en au sujet. L'autre jour, après avoir passé son temps à réprimander tout le monde au bureau, il s'est dirigé vers son ascenseur privé pour se réfugier dans son bureau ridiculement grand. Mais lorsqu'il a appuyé sur le bouton, un grincement métallique a retenti dans la pièce et de la fumée s'est échappée des portes fermées de l'ascenseur. Il était en panne, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, a rendu la matinée très agréable pour nous tous. Enfin presque. Il a fait irruption dans mon box, la moustache tremblant furieusement. Je me fiche de savoir comment vous allez vous y prendre ou combien cela va coûter, mais si cet ascenseur n'est pas réparé d'ici demain, cela sera déduit de votre salaire. Il s'est penché vers moi. « Gros con !» a-t-il murmuré. J'ai baissé les yeux, le visage en feu. « Oui, monsieur. » ai-je marmonné. Malheureusement, cela signifiait que j'allais devoir passer le reste de la journée à chercher un réparateur. Après 2 heures de recherche, je n'avais fait aucun progrès et j'ai réalisé que j'étais foutu. Lorsque tout le monde a quitté le bureau et qu'il était 21h, j'ai commencé à faire défiler la page web, mais je pensais que c'était inutile. Quel genre de mécanicien est ouvert après 21h ? Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai vu l'annonce suivante. Elle ne se démarquait pas particulièrement et le texte était terne et ennuyeux. Mais l'annonce était bien là. « Monsieur mécanicien, nous réparons tout ». L'annonce indiquait également qu'ils étaient disponibles à tout moment, 24 heures sur 24. J'ai aussitôt appelé leur numéro, qui était vraiment inhabituel, le 005 555 555. Une voix a répondu. À l'autre bout du fil, une voix masculine mais sans aucune émotion. « Bonjour monsieur », a-t-il dit. « Bonjour », ai-je répondu avant d'aller droit au but. Le mec s'est montré patient, et lorsque j'ai terminé, il m'a dit « Je pars tout de suite, j'arrive bientôt ». Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le problème, c'est que je m'étais rendu compte que je ne lui avais pas encore donné notre adresse. Il est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Sa combinaison grise était assortie à sa casquette grise, toutes deux arborant le slogan du site web « Nous réparons tout ». Il était grand et exceptionnellement mince, et ses yeux étaient ternes et vitreux comme des billes. Je l'ai conduit à l'ascenseur et lui ai dit que j'allais un peu me reposer dans mon bureau. 1 heure plus tard, je me suis réveillé à mon bureau, une flaque de bave s'était formée à ma bouche. Le bureau était étrangement silencieux. J'ai levé les yeux et le mécanicien me regardait fixement depuis la porte de mon box. « C'est fini », m'a-t-il dit. « Ah, super, vous m'avez sauvé la vie. Combien ça coûte ?» ai-je répondu. Il m'a dit que c'était gratuit car c'était un travail extrêmement simple. J'ai pensé qu'il plaisantait et que je devais au moins payer pour le déplacement, mais il m'a fait un signe de tête, a retiré son chapeau et est parti. J'ai fermé à clé, je suis rentré chez moi et je me suis écroulé dans mon lit. Simon Jones arpentait son bureau avec impatience tout en buvant un verre de bourbon qu'il s'était servi 2 heures plus tôt. Il attendait l'arrivée du PDG d'une entreprise concurrente afin qu'ils puissent déjeuner ensemble et discuter de la situation. Frustré, il jeta son verre contre le mur et celui-ci se brisa en 1000 morceaux. Le téléphone sur son bureau sonna et il se précipita pour décrocher. « Monsieur Jones, votre concurrent est arrivé. »
« Bien », répondit-il simplement avant de raccrocher violemment et de se diriger vers l'ascenseur. Il appuyait sur le bouton et les portes s'ouvrirent silencieusement et en douceur. Il sourit et ajusta sa cravate autour de son cou bulbeux. Quel que soit l'imbécile que son assistant avait engagé, il avait fait du bon travail, non ? Jones fit un pas en avant, mais son pied ne trouva pas d'appui et il tomba, hurlant pendant 34 étages dans la cage d'ascenseur jusqu'à sa mort. Après le décès de mon patron, son frère a pris la relève. C'était un type formidable qui m'a donné une promotion et une augmentation de salaire. Il avait vraiment de la classe. Une enquête a bien sûr été menée. Mais lorsque l'ascenseur a été testé après l'incident, il fonctionnait parfaitement. On m'a demandé de montrer à la police le numéro et la page web du mécanicien que j'avais appelé. Mais la page avait disparu. Et lorsque j'ai composé le numéro devant la police, une voix mécanique nous a informé que le numéro n'existait pas. Cependant, un soir où il faisait chaud, je rentrais chez moi à pied lorsqu'une camionnette grise a déboulé au coin de la rue. L'homme aux yeux vitreux était au volant. C'était peut-être mon imagination, mais il s'est rapidement tourné vers moi, a retiré son chapeau et m'a adressé un bref sourire avant de disparaître au coin de la rue. Je ne l'ai jamais revu, mais les mots inscrits sur sa camionnette, sa salopette, son chapeau et sa page web sont restés gravés dans ma mémoire à jamais. Nous réparons tout. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il a été traqué pendant des heures pour une raison absurde. Aurélien courut aussi vite que ses jambes pouvaient le porter. Il évita les arbres et sauta par-dessus les rochers et les branches tombées, guidé uniquement par son instinct. Dans d'autres circonstances, il n'aurait jamais pensé être capable d'une telle vitesse et d'une telle agilité. Mais à ce moment-là, Aurélien ne pouvait pas se permettre d'y penser. À ce moment-là, il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à courir. Courir pour échapper à son poursuivant. Courir vers son salut. Quand il estima être à une distance suffisante, Aurélien s'arrêta et se jeta rapidement derrière un grand buisson. Il devait analyser la situation, planifier sa prochaine action et surtout localiser son poursuivant. Ne pas pouvoir voir celui qui le poursuivait le remplissait rapidement de désespoir, rendant de plus en plus difficile le fait de penser clairement. L'autre pouvait être loin, ou tout près derrière lui, ou même caché quelque part, attendant de piéger Aurélien. Il devait s'assurer qu'il était en sécurité, au moins pour le moment, avant de pouvoir prendre la bonne décision. Caché derrière le buisson, Aurélien chercha une ouverture entre les feuilles et les branches, d'où il pourrait voir le sol devant lui sans se dévoiler. Il se lança alors dans la tâche désespérée de retrouver son poursuivant. Aurélien fit tout son possible pour regarder dans toutes les directions, mais il n'y avait aucun signe de l'autre. La sueur, causée à la fois par la chaleur de la course et par son état de nervosité, commença à couler sur son visage. Son cœur battait de plus en plus vite, au point qu'il semblait prêt à jaillir de sa poitrine à tout moment. Il n'était pas là. Celui qui le poursuivait n'était pas là. La panique commença à envahir ses pensées. Il était caché quelque part où Aurélien ne pouvait pas le voir. Il attendait le bon moment pour passer à l'action. Il l'avait piégé comme un chat jouant avec une souris, s'amusant simplement à regarder sa victime devenir de plus en plus désespérée. Peut-être était-il, à ce moment précis, en train de se faufiler derrière lui, sur le point de l'attraper. Aurélien se retourna rapidement, certain qu'il y aurait quelqu'un juste derrière lui. Mais il n'y avait personne. Le silence devenait insupportable. Alors Aurélien décida de se remettre à courir aussi vite que possible. Mais au moment où il se relevait, il aperçut à travers les buissons quelque chose qui bougeait devant lui. C'était lui, son poursuivant, qui marchait avec un calme inquiétant. Néanmoins, Aurélien se sentit grandement soulagé et fut à nouveau capable de réfléchir rationnellement.
Il devait maintenant décider de la suite. Devait-il rester caché, en espérant que son poursuivant ne le voie pas lorsqu'il passerait à proximité? Ou valait-il mieux tenter une nouvelle course, même si l'autre semblait beaucoup moins fatigué que lui? Après tout, le corps d'Aurélien était encore épuisé par la course précédente. Ses jambes lui faisaient mal, et il n'avait pas encore complètement repris son souffle. Mais cela ne l'empêcherait pas de courir des kilomètres et des kilomètres si nécessaire. Il ne céderait pas à la fatigue tant qu'il ne serait pas en sécurité, car s'il se faisait attraper... Mais il interrompit immédiatement cette pensée. Se faire attraper n'était pas une option. Lentement et calmement, le prédateur s'approchait. Avait-il repéré la cachette d'Aurélien? Si c'était le cas, il jouait très bien la comédie, car il regardait dans toutes les directions, apparemment toujours à la recherche de quelque chose. Il était temps de prendre une décision, rester caché ou s'enfuir. À ce moment-là, Aurélien remarqua que son poursuivant semblait prendre une autre direction. Était-ce une ruse? Quoi qu'il en soit, Aurélien décida de tenter sa chance et de s'enfuir. Il avait déjà prévu son itinéraire. Tout d'abord, il quitterait la protection du buisson et se cacherait derrière un grand arbre situé dans la direction opposée à celle prise par son poursuivant. S'il réussissait à s'y rendre sans être vu, il pourrait courir dans cette direction en toute sécurité. Aurélien prit une grande inspiration et attendit le bon moment, lorsque son poursuivant regardait dans l'autre direction. Dès que l'occasion se présenta, il bondit de derrière le buisson et courut vers le grand arbre, aussi vite et silencieusement que possible. Il se plaqua contre le tronc de l'arbre et, avec une extrême prudence, tourna la tête pour voir si son mouvement avait été remarqué. Son poursuivant ne semblait avoir rien entendu ni rien vu, et continua à marcher dans l'autre direction. Aurélien expira soulagé. Il était pratiquement en sécurité maintenant, car il serait très difficile de le repérer. Avant d'avancer, il jeta un dernier coup d'œil à sa cachette derrière le buisson. Et là, il vit quelque chose. À l'endroit même où il avait passé ses moments désespérés, quelque chose scintillait au soleil. Il regarda de plus près et comprit ce que c'était. Apparemment, à un moment donné, pendant le peu de temps qu'il était resté là, son téléphone portable avait glissé de sa poche et était tombé dans l'herbe. Sans hésiter, Aurélien considéra son téléphone portable comme perdu. Il n'allait pas prendre le risque d'être vu en essayant de le récupérer. Après tout, ce n'était qu'un téléphone portable, et un très vieux de surcroît. Le poursuivant était désormais loin derrière. Il était temps pour lui de prendre la fuite triomphalement. Il venait à peine de faire un pas que la musique se mit à jouer. Une musique qu'Aurélien reconnut immédiatement à son grand désespoir. C'était la sonnerie de son téléphone portable. Il se retourna pour regarder à nouveau l'endroit où se trouvait le téléphone, incapable de croire que le destin pouvait être aussi cruellement ironique. Son téléphone portable était là, clignotant, vibrant et sonnant à plein volume, comme s'il s'agissait d'une alarme dénonçant sa fuite. Il espérait que l'autre était trop loin pour l'entendre, mais il savait que c'était une idée ridicule. Dans cet endroit silencieux, la musique semblait incroyablement forte. Et bien sûr, son poursuivant l'avait déjà entendue. Il se retourna pour voir d'où venait la musique et repéra immédiatement Aurélien, partiellement caché derrière l'arbre. Et Aurélien, même de loin, pouvait voir l'expression de son prédateur passer du doute à un mélange de triomphe et de malice. Puis, le prédateur se mit à courir vers Aurélien, qui était devenu inévitablement paralysé. Avec beaucoup d'efforts, Aurélien força son corps à se remettre en mouvement et se mit à courir frénétiquement, courant comme s'il n'avait jamais couru auparavant. Aurélien sentit une lueur d'espoir. Il pouvait encore être plus rapide que son poursuivant. Il pouvait encore le battre. Mais ses muscles, épuisés par tous ses efforts,
ne laissèrent pas leurs cris être ignorés sans contrepartie. Une crampe paralysa sa jambe, le faisant trébucher et tomber au sol. Il savait qu'il devait se relever rapidement. Mais la confusion et la douleur, dues à la crampe et à la chute, l'en empêchaient. Quelques secondes plus tard, une ombre passa au-dessus d'Aurélien. Il n'avait pas besoin de tourner la tête pour comprendre ce que cela signifiait. Tout était fini. Son poursuivant l'avait rattrapé. Il essaya de se réconforter en se disant qu'il avait bien joué ses cartes et que s'il avait échoué, il ne pouvait s'en prendre qu'à sa malchance. Bien sûr, même s'il s'en était convaincu, cela ne changeait rien au fait que son poursuivant se trouvait désormais juste au-dessus de lui. Aurélien resta face au sol. Il ne donnerait pas à l'autre le plaisir de le regarder dans les yeux lorsqu'il ferait ce qu'il devait faire. Il sentit la main de l'autre dans son dos. « Je t'ai eu! C'est toi le chat maintenant !» cria celui qui jusqu'à présent était le poursuivant au moment même où il commençait à s'éloigner d'Aurélien. Aurélien se releva lentement, épousseta ses vêtements et regarda fixement dans la direction où l'autre s'enfuyait. La douleur avait presque disparu et l'heure de la vengeance avait sonné.